Bonjour, depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire. Monde médical, mais aussi anciens ministres et directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous fait revivre ces auditions. Aujourd'hui, celle de William Dab, à la tête de la Direction générale de la santé de 2003 à 2005. Il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes français des questions liées à la sécurité sanitaire. Voilà son analyse de la gestion de la crise de Covid-19. Je tiens d'abord, monsieur le professeur, à vous remercier, bien sûr, de votre présence. Je rappelle que parmi les nombreuses fonctions que vous avez exercées, vous avez été directeur général de la santé de 2003 à 2005, après avoir été conseiller technique, responsable du pôle santé publique et sécurité sanitaire au cabinet du ministre de la Santé, Jean-François Mattei. C'est à cette période, en 2004, qu'a été élaboré le premier plan gouvernemental de lutte contre la pandémie grippale dans le cadre de la menace de grippe aviaire H5N1 2004-2005. Vous vous êtes souvent exprimé au cours des dernières semaines. Je souhaiterais que nous abordions au cours de cette audition les principales conclusions auxquelles vous êtes parvenus, votre analyse de ce qu'il serait nécessaire de développer pour être mieux préparé, plus efficace en matière de prévention et de santé publique. Enfin, je précise que vous avez été chargé par la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin, et par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, d'une mission d'appui à l'Agence régionale de santé sur le Covid-19 à Mayotte, territoire qui est toujours dans une situation sanitaire extrêmement difficile. Je souhaiterais que nous abordions évidemment ce point également. Avant de vous donner la parole, je vais vous demander de prêter serment. En effet, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je m'engage à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Merci. Je rappelle que cette audition est publique, elle est donc diffusée en direct, consultable en vidéo et fera l'objet d'un compte-rendu écrit. Monsieur, vous avez la parole. Merci de votre accueil, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Bien sûr, il nous faut réfléchir à ce qui s'est passé, ce qui peut encore se passer. Pourquoi n'étions-nous pas mieux préparés alors que je dirais que la pandémie était inévitable? Ça va faire plaisir à mon éditeur, je vous le montre quand même. J'en suis à la 5e édition du Que sais-je santé environnement. À chaque fois, il y avait un chapitre sur les risques de pandémie. Dans la dernière édition qui est sortie en début d'année, en janvier, ce chapitre avait encore été augmenté. Mais je ne suis évidemment pas du tout le seul à avoir évoqué cette perspective. Il y a bien sûr des aspects conjoncturels. Pourquoi n'étions-nous pas mieux équipés en masques, en tests, en gel? Je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup là-dessus. Il y a une reconstitution des décisions publiques à faire. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a vraiment des raisons structurelles et je centrerai mon intervention sur ce point. Il y a pour moi deux raisons structurelles qui s'additionnent. La première, c'est la faiblesse de la santé publique, du domaine de la santé publique dans notre pays. Et la seconde, c'est une vision comptable des missions de l'État. Sur la faiblesse de la santé publique, ça demande une analyse historique qui serait très longue à faire. Je pourrais vous envoyer des documents, des articles, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Je me contenterai de vous rappeler que dans la structure des dépenses nationales de santé, chaque fois que nous en dépensons 100, 96 vont aux soins individuels, 4 € vont à la prévention organisée. C'est donc un déséquilibre très fort. Évidemment, ce ne sera jamais 50-50, ce serait ridicule. Mais je dirais que les pays à forte santé publique sont plutôt sur un ratio de 90-10. En France, la santé publique a toujours été prise comme un secteur
purement administratif et sans valeur ajoutée. Un certain nombre de mots-clés pour illustrer ce propos. Chlordécone, un dossier sur lequel j'ai également beaucoup travaillé, un pesticide utilisé dans les banindrais des Antilles françaises. Le Mediator, avec un procès actuellement. Vous vous rappelez du lévothyrox, vous vous rappelez de l'affaire Lactalis. Vous connaissez les débats actuels sur la toxicité du glyphosate. On a vu en septembre dernier un certain nombre de difficultés dans la gestion de l'incendie de Lubrizol. On a vu également qu'il était difficile de gérer des problèmes comme les bébés sans bras. Et il y a des points communs entre tout cela. C'est que si nous disposons aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais nous l'avons aujourd'hui, d'une expertise de santé publique qu'on peut qualifier de bonne, qui correspond au rang qu'a notre pays en matière scientifique. En revanche, nous avons une grande faiblesse des forces de santé publique sur le terrain. Et à chaque fois, c'est là que nous avons eu, que nous rencontrons des difficultés de gestion. Un autre signe de cela, vous avez rappelé le travail que j'ai fait comme conseiller de Jean-François Mattei, qui m'avait fait venir à son cabinet pour préparer une loi de santé publique. Il y en avait une en 1902, il y en a une autre en 2004. Je voudrais rappeler à la représentation nationale que sur amendement parlementaire, cette loi avait prévu que la politique de santé publique du pays soit discutée au Parlement tous les 5 ans. C'était un amendement parlementaire. Le ministre m'avait dit qu'il n'y croyait pas trop, mais en même temps, il disait, mais s'ils le font, c'est vraiment une bonne chose. Et donc, avec l'accord du gouvernement, cet amendement a été voté. Il n'a jamais été appliqué. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on s'intéresse à la santé publique en temps de crise, mais qu'en temps de paix, on l'oublie. J'en viens, et c'est lié à ce que je ressens comme étant la vision comptable des missions de l'État. Vous avez reçu le docteur Bourdillon, il vous a expliqué que Santé publique France a perdu 20% de ses postes. J'ai regardé ça de très près parce qu'à la demande du docteur Bourdillon, j'ai fait une mission auprès de Santé publique France qui a permis d'organiser la fusion des départements santé-travail et départements santé-environnement. Et je m'étais penché à l'époque, il y a 2 ans, sur les ressources dont disposait Santé publique France. Les ressources ont diminué, mais les missions sont restées les mêmes. Donc on a un pilotage par les moyens, on n'a pas un pilotage par les objectifs. Et dans l'appareil d'État, il y a très peu de réflexion sur l'adéquation entre les missions et les moyens. J'ai eu un grand espoir à un moment donné, au moment de la LOLF. Et comme directeur général de la santé, je m'étais porté volontaire pour l'expérimenter, et c'est ce qui a été fait. Et j'avais trouvé que c'était vraiment un exercice très intéressant, qui nous avait forcé à proposer des objectifs de santé publique et des objectifs de sécurité sanitaire. Mais j'ai l'impression que cette logique-là a été perdue en cours de route et qu'on a un pilotage par les moyens plus que par les objectifs. Tout ça fait que, collectivement, nous avons du mal à apprendre, je trouve. Il y a quand même eu beaucoup d'alertes. Il y a eu le SRAS, j'étais au cabinet du ministre à l'époque. Il y a eu la menace H1N1. Il y a eu Ebola, et la France a joué un rôle quand même très important dans la maîtrise de l'épidémie. Sans remonter trop loin, il y a eu la vache folle, etc.
c'est comme si nous n'apprenions pas. Et c'est aussi comme si nous avions eu beaucoup de chance. Parce qu'à chaque fois, après une phase de forte inquiétude, soit que la menace s'est révélée moins sévère qu'anticipée, soit qu'elle a été bien gérée, comme dans le cas de l'Ebola, eh bien on est passé à autre chose. Cette difficulté que notre système a à apprendre et à faire des retours d'expérience est, je pense, une des grandes raisons qui explique la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Pour terminer cette introduction, je voudrais quand même évoquer que, bien sûr, nous regardons ça avec ce que nous savons aujourd'hui, mais tout au long de cette affaire, je n'oublie pas que les responsables ont fait face et font encore face à de très nombreuses incertitudes. Quelle est l'efficacité réelle des masques? Quel est le potentiel de mutation du virus? La saisonnalité, la saison a-t-elle un effet sur sa virulence? Y a-t-il une transmission par aérosol et pas seulement par les gouttelettes? Est-ce qu'il y a une immunité individuelle durable? Qu'en est-il de l'immunité collective? Quel est le rôle exact des enfants dans la dynamique de l'épidémie? Il n'y a pas de réponse assurée à toutes ces questions. Je pourrais continuer longtemps, ce n'est pas exhaustif. Ce qui est sûr, c'est qu'on a compris assez vite, je pense que les épidémiologistes ont compris assez vite, sur la base de l'expérience chinoise, que cette épidémie était très hétérogène et que ça n'avait rien à voir avec une épidémie de grippe. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a conduit un petit peu, en fait, à forcer ma nature et à intervenir dans les médias, comme je pense vous l'avez beaucoup entendu. Je pense que présenter le Covid-19 comme apparenté à une épidémie de grippe était une véritable erreur de diagnostic. Et c'était assez évident sur la base de l'expérience chinoise. Deuxièmement, dès qu'on a su qu'il y avait une transmission, alors qu'on était présymptomatique ou asymptomatique pour un virus aussi contagieux que celui-là, à transmission aérienne, la pandémie était inévitable. On ne peut pas éviter, dans le monde d'aujourd'hui, un virus de sortir de Chine, même si l'épicentre est confiné. Dans ces situations-là, on est toujours sous une double menace d'en faire trop ou pas assez. Bon, nous avons fait les deux. On n'en a pas fait assez parce que nous étions en déficit de capacité d'action sur le terrain. Je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus, mais c'était très frappant que 6 semaines après le début du confinement, nous ayons encore plusieurs milliers de patients hospitalisés chaque jour. Et donc la question se posait quand même de savoir où ces patients s'étaient contaminés. Je dis bien 6 semaines après le confinement. J'en ai parlé au professeur Chen, la directrice générale de Santé publique France. Elle me dit, mais nous n'avons pas les moyens. Il y a trop de malades. Nous ne pouvons pas investiguer les sources de contagion. Et par ailleurs, le stade 3 du plan pandémie prévoit qu'on arrête de faire ce travail. Sauf que justement, ce n'était pas un plan de pandémie grippale. Le modèle logique était de partir du plan de pandémie grippale, mais il fallait l'adapter aux particularités de ce coronavirus et de cette maladie qui n'est pas la grippe. Bon. Et par ailleurs, je crois qu'on en a trop fait, parce que si l'objectif du confinement était de soulager les tensions hospitalières, alors il était logique de le faire dans 3 régions, mais pas dans les 24 autres. Tout ça est difficile. Hein, il faut vraiment réaliser que prendre ces décisions-là en situation réelle est difficile. Ce que je dirais, c'est qu'il faut
vraiment une grande réactivité. Mon constat, je n'étais pas là au cœur de l'appareil d'État, mais mon constat, c'est que l'OMS déclenche l'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier et que jusqu'au 16 mars, il ne s'est quand même pas passé grand-chose dans notre pays. Et donc ce que tout ça veut dire, et vous m'avez sûrement entendu l'affirmer à plusieurs reprises, c'est à quel point nous avons été remarquables et excellents dans le domaine des soins, ce qui a été fait par l'ensemble de la communauté des soignants est absolument remarquable. Je pense que nous sommes un des pays où il y a eu le moins de pertes de chance. En revanche, en ce qui concerne la prévention, là, je crois qu'il nous faut rebâtir beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. J'ai vu vos déclarations, vous l'évoquiez vous-même à l'instant dans la presse. Je vous cite, vous indiquez « Je vis une situation de défaite terrible de la santé publique », vous l'avez un peu rappelé. Vous avez pointé l'absence d'un maréchal en chef pour mener ce combat inédit. Vous avez dit c'est la première fois que l'on est en mesure de vaincre une pandémie et pourtant regardez ce qui se passe. Vous indiquiez qu'en matière de prévention, et vous venez largement de le rappeler, nous ne sommes pas à la hauteur de l'épidémie. Et vous avez indiqué également que le confinement aura plus d'inconvénients économiques, psychologiques, familiaux, médicaux que de bénéfices. Moi, je voudrais vous interroger, ce qui nous motive. Bien sûr, c'est le constat, et je crois qu'on doit aller, c'est notre devoir au bout de ce qui n'a pas fonctionné, mais notre souci, et dans l'hypothèse, et le Conseil scientifique a émis un avis aujourd'hui, hier, il nous l'avait indiqué ici même la semaine dernière sur la probabilité d'un rebond, d'une seconde vague en fonction de la saisonnalité en octobre prochain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en urgence à court terme, puisque octobre c'est le court terme, pour être mieux préparé, et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, selon votre vision, et n'oublions pas que vous avez été un des rédacteurs du plan pandémie en 2004-2005, donc pour vous, quel pilotage de la santé publique aujourd'hui serait le plus pertinent? Je crois que vous avez pointé Est-ce que la multiplicité des organismes, des institutions qui ont été mobilisés dans la crise, le Conseil scientifique, le CARE, qui se rajoutent à la Haute Autorité de Santé, à des institutions scientifiques, au Chorus, est-ce que tout cela ne fait pas une accumulation d'instances qu'il est difficile de coordonner? Bon, et on revient sur la question du pilotage. Pour vous, vous avez pointé ce déficit de pilotage sans doute plus centralisé. Enfin, je vous ai vu en réclamer à la fois un État stratège plus jacobin et un État plus girondin dans sa mise en œuvre des actions. Pour vous, quelle serait l'organisation optimale et qu'est-ce qu'il faut faire là pour être prêt si malheureusement, et on doit travailler sur cette hypothèse, on a une deuxième vague à l'automne? Premièrement, je crois qu'on a beaucoup appris. Et la séquence diagnostiquée, traçage des contacts, isolement, gestes barrières, là je pense qu'elle est organisée, elle est, je pense, comprise par la population et elle est mise en œuvre. C'est toute la différence. Cette épidémie est hétérogène. Regardez d'où elle est partie. À chaque fois, c'était des lieux clos, avec beaucoup de gens. Mulhouse, la base de Creil, l'Assemblée nationale, les soignants qui ont été contaminés et qui ont contaminé, le porte-avions Charles de Gaulle,
Donc on sait ça maintenant, ce qu'on ne savait pas forcément au mois de janvier, il ne faut pas l'oublier. Et donc on sait la cartographie des situations qu'il faut surveiller très attentivement. Il faut pouvoir mobiliser les forces de terrain. Alors là, il faudra voir, je n'ai pas la réponse, si les 4000 agents de la sécurité sociale seront encore mobilisables à l'automne, parce qu'on peut imaginer qu'ils n'ont pas forcément que ça à faire. Donc là, il y a peut-être une urgence. Qui fera le traçage des contacts? Exactement. Mais ça, c'est fondamental. Je vous reparlerai de Mayotte tout à l'heure. C'est fondamental. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas maîtriser l'épidémie. Bon. Donc on a appris ça. C'est un facteur énorme. Et donc si on s'organise bien, si on surveille, qu'on diagnostique, qu'on isole dans des conditions correctes, et qu'on fait un traçage, cette épidémie est maîtrisable. Bon. Après, il y a la question du commandement. Alors, maréchal, oui, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est absolument sûr, tous ceux qui ont eu l'expérience, par exemple, d'Ebola, beaucoup de gens ont écouté la vidéo de Bill Gates qui tirait les leçons de l'épidémie d'Ebola. Il a écrit un remarquable éditorial dans New England Journal of Medicine. Le commandement unifié est une condition du succès pour que l'ensemble des forces soient non pas mises au pas, mais soient coordonnées. Donc il y a une difficulté qui est à la fois d'organiser la verticalité et l'horizontalité. Quand j'ai été interrogé par la mission d'information du Sénat, on était à distance, à vos collègues sénatrices et sénateurs, je me suis permis de leur poser la question, de faire un tour de table en leur posant la question, à votre avis, qui est actuellement responsable dans notre pays de la lutte contre l'épidémie? J'ai eu à peu près autant de réponses qu'il y avait de sénateurs connectés. Je ne dis pas que ça ne marchait pas, mais je dis que quand, y compris la représentation nationale, n'a pas une vision claire de qui a la responsabilité de quoi, c'est un problème. La multiplicité des intervenants n'est pas une difficulté en soi, si chacun est clair sur ses missions. Et si on organise la circulation de l'information. Évidemment, tout émane du chef de l'État, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on voit bien que face à un événement où les conséquences sanitaires sont aussi potentiellement préoccupantes que les conséquences sociales et que les conséquences économiques, il faut un pilotage unifié. Bon. Il y a vraiment deux situations à distinguer. Il y a la situation, je dirais, froide, habituelle, et il y a les situations d'urgence, et notamment d'urgence de sécurité sanitaire. Moi, je n'ai là qu'une petite expérience, qui est celle de Mayotte, où là, j'ai vraiment vu, pendant 12 jours, comment ça se passait. Je pense qu'entre l'Agence régionale de santé et le préfet, il y a des clarifications à faire. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des régions françaises où ça s'est bien passé, sûrement, sans aucun doute. Il y a des régions où ça a été plus difficile. Un bilan serait très utile.
en situation d'urgence, cette dualité régionale ne me semble pas une bonne chose. Alors on peut toujours compter sur l'intelligence des hommes et des femmes, mais construire une politique là-dessus, c'est évidemment prendre un risque. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, évidemment, et le plus souvent, elle existe, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc je pense qu'il faut, d'abord, il faut se mettre, je crois, résolument dans un état d'esprit où il est impossible de reconfiner notre pays. C'est impossible. Il faut admettre que, comme les Chinois sont en train de le faire, comme les Allemands sont en train de le faire, des confinements ciblés, localisés seront nécessaires. Il faut les organiser le mieux possible. Il faut être absolument certain que nous aurons les capacités de test, et pas seulement pour tester les symptomatiques, mais également les contacts asymptomatiques, ce qu'on n'a longtemps pas pu faire en France, et qu'une des causes de la dynamique de l'épidémie dans notre pays. Il faut pouvoir accompagner le confinement dans toutes ses dimensions, nutrition, éducation des enfants, isolement. Ça demande une grande capacité logistique. Et si nous faisons ça, je pense, je n'aime pas l'expression de deuxième vague. Ce n'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est que nous aurons des dizaines de clusters à gérer en même temps. Ce n'est pas une vague. C'est des points d'attaque, j'ai utilisé le mot de guérilla, c'est des points d'attaque qui peuvent survenir de façon hétérogène sur le territoire. C'est à ça qu'il faut se préparer. Quant à renforcer nos capacités de santé publique de terrain, c'est infaisable d'ici cet automne. Je pense qu'il est urgent de lancer un très grand plan de formation de professionnels de santé publique. L'école des hautes études en santé publique créée par la loi de 2004, et je pense en mesure d'y participer grandement. D'autres établissements d'enseignement supérieur et également. Ce plan n'est pas compliqué à faire, il me semble urgent. Si nous prenons des gens qui ont déjà une formation de base dans le domaine de la santé, on peut les amener à devenir intervenants en santé publique en 18 mois, 2 ans. Il faut le faire dès maintenant. On ne peut pas rester aussi démunis sur le terrain. Regardez le nombre de médecins inspecteurs de santé publique qu'on a dans les ARS. Ce n'est pas possible, c'est juste regarder. Et regardez l'évolution des effectifs. C'est facile, il suffit de prendre le PLF et vous allez les PLF successifs, vous allez les retrouver. Rien ne coûte moins cher que la prévention. Mes collègues du CNAM ont chiffré le coût global du confinement à 350 milliards d'euros par mois. Je ne suis pas économiste, mais je n'ai pas vu que ce chiffre avait été contesté par d'autres analyses économiques. Ce qu'il nous fallait comme moyen pour avoir un système de prévention solide est sans commune mesure avec ce que va coûter à notre pays ces 2 mois de confinement. Merci. Je vais passer la parole à mes collègues. Donc Damien Abad pour les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Simplement, quelques points et merci pour ces propos qui nous éclairent effectivement beaucoup. J'ai vu, comme d'autres, que vous avez dit dans un article que finalement, la faute, c'est Bercy. Et vous nous expliquez qu'en gros, depuis 2013, Bercy a dit non, et notamment non sur le stock de masques et le fait qu'on ne faisait plus de masques. Ma question, c'est, il n'y a pas eu de changement de doctrine depuis.
Donc comment se fait-il qu'à un moment donné, on se retrouve avec un tel renversement? Est-ce que vous considérez que c'est un frein ou pas, l'organisation telle que nous l'avons, notamment dans la question de la souveraineté sanitaire et la gestion du stock de masques? Un deuxième point qui concerne les tests. Vous avez déclaré à juste titre qu'il fallait tester, isoler, protéger. Vous l'avez dit aussi que le confinement finalement faisait peser beaucoup d'efforts sur la population et que donc on a manqué de tests. Est-ce que là-dessus vous pouvez nous en dire plus, selon vous, pourquoi on a tant manqué de tests en France? Pourquoi au moment où l'OMS nous dit tester, 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 et vous nous dites d'ailleurs, tout à l'heure j'ai noté, entre le 30 janvier et le 16 mars, il ne se passe pas grand-chose dans notre pays, et c'est vrai. Quels sont ces freins? Pourquoi la politique de test n'a pas pu être plus développée? Est-ce que c'est par corporatisme? Est-ce que c'est par difficulté bureaucratique? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a un manque de décision politique? Je pense que c'est un point important sur la question des tests notamment. Et la question du traçage. On a aujourd'hui une application qui est l'application Stop Covid. Quelle est votre perception de ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et est-ce que vous pensez qu'une telle application serait utile? Alors, j'ai bien entendu que le mot deuxième vague était compliqué, mais en tout cas, s'il y avait des recrudescences de clusters. Voilà mes trois interrogations. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Pour prolonger les questions qui ont été posées, effectivement, s'agissant de la politique de test, est-ce que vous avez une explication sur le fait que l'Institut Pasteur met au point un test PCR le 17 janvier et qu'en réalité, il ne trouve de l'effectivité sur le terrain que très tard? Et donc, on a du mal à comprendre ce laps de temps. Première question. Deuxième question, que ce soit sur la façon dont a été perçue cette pandémie, on a le sentiment qu'il y a une controverse de médecins et de scientifiques, certains y voyant un risque grave et imminent, d'autres relativisant beaucoup la gravité de ce qui nous menaçait. Et de la même manière, on a vu des conflits de doctrine, par exemple, s'agissant de l'usage des masques. On a cru comprendre des auditions précédentes qu'il y avait ceux qui croyaient et ceux qui n'y croyaient pas. Et que ceux qui n'y croyaient pas avaient peut-être fait le choix de ne pas reconstituer les masques dont ils ne voyaient pas l'utilité. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez évoqué la question du commandement unifié et des difficultés éventuelles entre les ARS et les préfets. Dans le commandement unifié, je voudrais savoir quelle est votre appréciation de la création d'un conseil scientifique, un peu ad hoc, au moment plein cœur de la crise, quelques jours avant le confinement, et comment vous concevez son articulation avec Santé publique France, parce qu'évidemment, on peut se demander si, sans sous-estimer l'importance que ça a apporté ce conseil scientifique, mais de ce que ça a pu apporter aussi peut-être de perturbations. Voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur, merci de votre présence, professeur. En ce moment, donc, il y a quelques centaines de clusters, sauf que, effectivement, comme ça a déjà été dit, on a beaucoup appris et on sait aujourd'hui détecter, tester, isoler, soigner. Si on avait pu faire ça dès le début du mois de mars, je vais dans le sens de ce que disait mon collègue Abad, est-ce qu'on aurait pu aller vers un confinement plus mesuré, plus modéré, plus ciblé, comme ça a été le cas en Allemagne? Qu'est-ce qui a manqué à la France, au-delà des masques, pour mettre en place un confinement ciblé de ce type? Est-ce que les structures gouvernementales et l'organisation de la santé allemande ont su faire ce que nous n'avons pas réussi en France? Et pour terminer, entre 2005, quand vous avez quitté, sauf erreur de ma part, la direction de la santé, et aujourd'hui, il y a eu de grandes évolutions dans l'organisation territoriale de la santé en France. Est-ce qu'elle a démontré de son efficacité ou pas? Sinon, comment est-ce qu'on peut corriger pour améliorer l'efficacité de cette organisation territoriale? Je vous remercie. Merci. Je vais vous redonner la parole pour répondre déjà à ces questions. Il y en a beaucoup d'autres encore. Donc, sur les tests, je suis incapable de vous répondre. Ben, je n'ai pas les éléments. Qu'est-ce qui a manqué? On a manqué de tout, de réactifs, de tiges de prélèvement. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas accès à ces informations-là. Bon. Sur le rôle de Bercy et sur les masques, écoutez, pour préparer cette audition, j'ai relu exhaustivement le plan pandémie grippale qui a été bleui par le Premier ministre en 2005
juste au moment où j'ai quitté la DGS. Je me souviens parfaitement de la discussion que nous avons eue sur les masques. J'avais un collègue britannique, le Chief Medical Officer, Liam Donaldson, qui était extrêmement compétent en santé publique et je lui parlais vraiment très souvent. Et Liam, il m'expliquait que dans le plan pandémie britannique, il n'y aurait pas de masque. Parce que l'efficacité des masques n'était pas démontrée. Et moi, je lui disais, c'est pas parce qu'elle n'est pas démontrée qu'elle n'existe pas. Parce qu'en réalité, démontrer l'efficacité d'un masque, c'est un peu compliqué sur le plan des... C'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué en termes de protocole épidémiologique. Mais on a quand même des démonstrations chez les soignants que des soignants protégés par des masques ont des risques diminués d'un certain nombre de transmissions de maladies infectieuses. Et donc, moi, j'ai pris la position que malgré l'incertitude, il y aurait des masques dans le plan pandémie français. J'ai demandé à la sous-directrice de faire l'évaluation du nombre de masques nécessaires. J'ai retrouvé sa note. Elle m'avait dit 850 millions de masques. Tous les soignants devant être équipés en FFP2. Et pour la population générale, nous avions écrit dans le plan masque chirurgical ou masque en tissu. C'était en 2005. Voilà, est arrivée la pandémie sur laquelle mon successeur, vous le savez, a joué un rôle très important comme délégué interministériel, ce qui m'a semblé à l'époque être un bon modèle de gouvernance. Délégué interministériel à la grippe aviaire, voilà. Parce que le rôle interministériel est indispensable dans ces affaires complexes. Ce que le DGS ne peut pas exercer, ce que les ARS ne peuvent pas exercer. La formule du délégué interministériel était très bonne. Et Didier Houssin a, je pense, voilà, très très bien travaillé. Alors après, bon, vous connaissez l'histoire. Trop de masques, trop de vaccins, etc. Bon... Bien sûr, oui, en 2009-2010, il y a eu un gaspillage. Par rapport aux 700 milliards du confinement, excusez-moi, on n'est même pas dans l'épaisseur du trait, on est dans le cheveu. Donc il faut savoir prendre des risques en sécurité sanitaire. Il faut parfois investir. Et quand on investit, on gagne ou on perd. Mais globalement, quand on investit en prévention, on gagne. Donc il ne faut pas changer comme ça, sans arrêt. Un coup ça marche pas, je fais l'inverse. Un coup ça marche, je continue. Il faut une continuité dans les politiques de sécurité sanitaire. On a baissé la garde après la pandémie grippale. Qui a décidé de ne pas renouveler le stock stratégique de 1 milliard de masques? Je ne sais pas. Il faut aller regarder. Il faut sortir les réunions interministérielles. Il faut voir qui a signé quelles décisions budgétaires. Il faut regarder les projets de loi de finances et regarder les lignes détaillées pour voir ce qui est... Tout ça est traçable. Mais il y a un travail d'enquête à faire. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Bon. Stop Covid. Écoutez, je vous dis très franchement ce que j'en pense. Oui, il y a un intérêt épidémiologique. Moi, je ne suis pas prêt à tous les sacrifices de liberté individuelle au nom de la protection de la sécurité sanitaire. Je suis un ardent défenseur de la santé. J'ai passé ma carrière à essayer de renforcer le secteur de la sécurité sanitaire dans notre pays. Je ne suis pas prêt à dire que ceci doit être fait à n'importe quel prix démocratique. Je pense que la solution qui a été retenue dans notre pays est assez sage de ce point de vue, avec
des points de vigilance démocratiques qui sont le bienvenu. Je n'ose imaginer ce que donnerait ce genre d'application si nous tombions sous des régimes autoritaires. Alors évidemment, en Corée, ça a marché, très bien. Mais ça a marché parce que c'était couplé à un système policier. Et que si vous ne respectiez pas le confinement, eh bien la police venait vous chercher. Moi, je ne veux pas ça. Clairement, je ne veux pas ça. Donc je pense que si nous avons une bonne épidémiologie de terrain, nous ne sommes pas obligés d'être intrusifs dans la vie privée des gens. Ou qu'on le sera dans le cas d'un face-à-face qui respecte le secret médical. Mais confier ça à une boîte noire dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recueille comme données, qui ça va, quelles sont les capacités de piratage, et le couplage toujours possible, parce que, voilà, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il y a des menaces sur la démocratie quand même. Eh bien, je pense qu'il faut faire très attention et que la sécurité sanitaire ne peut pas tout permettre. Sur l'organisation, notamment du comité scientifique. Le comité scientifique a fait un travail extraordinaire. Il faut vraiment réaliser à quel point ces gens ont été sollicités. Globalement, ce qu'ils ont dit n'est pas sujet à controverse. Je ne vois pas, en ayant lu toujours leurs avis, où ils se seraient trompés. On pourrait parler des modèles et du rôle des modèles, mais bon. Il y a une tentation toujours dans ces situations un petit peu de tension de créer de nouvelles institutions, de nouveaux organismes. Personnellement, je pense qu'il faudrait essayer de résister à cette tentation. Il y a un certain nombre d'organismes experts, vous en avez cité, il y a quand même le Haut Conseil de la santé publique, il ne faut pas l'oublier, l'Académie de médecine a fait un travail remarquable. J'aurais personnellement plutôt essayé un comité de liaison. Comité de liaison entre l'INSERM, le CNRS, les académies, pas que l'Académie de médecine, pharmacie, etc., le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de santé, les présidents des conseils scientifiques des agences, puisque toutes les agences sont dotées d'un conseil scientifique. Ceci aurait, je crois, permis de donner une feuille de route à chacun des organismes, d'avoir une sorte de bureau de coordination de l'expertise. Voilà, personnellement, j'aurais fait ça, mais on n'a pas à rougir, je crois, pas du tout, de ce que le conseil scientifique a fait. Quand même, il me semble qu'en matière de pilotage de la recherche sur le Covid, là, je pense que nous avons perdu en efficacité. Et qu'en particulier, le pilotage des essais thérapeutiques n'a pas été suffisamment fort, que du coup, il y a eu des doublons, que du coup, on a manqué de patients pour faire tous les essais prévus. Et là, je pense qu'en recherche clinique, une coordination nationale de toutes les ressources possibles aurait vraiment été vraiment nécessaire. Alors, si nous avions eu des tests, est-ce qu'on aurait évité le confinement? Si nous avions fait ce que les Allemands ont fait, je me répète, tester, isolement, ciblé, traçage des cas, isolement, suivi, quatorzaine, on aurait eu du confinement ciblé et pas un confinement généralisé au pays. Aucun doute là-dessus. Enfin, l'efficacité territoriale, alors ça, c'est une énorme question. Mais là, à nouveau, vraiment, je m'adresse à la représentation nationale. Dans la loi qu'a créée les ARS, l'ONDAM devait être régionalisé.
nous devions avoir des hors d'âme. Nous ne l'avons jamais eu. Donc, je suis désolé. Je m'en doute. Donc, vous comprenez, quand on s'arrête au milieu du chemin et qu'on dit « nous allons organiser territorialement les soins et la prévention », ce qu'il faut faire, évidemment, mais qu'on oublie les moyens, ben, j'ai envie de dire, c'est un peu comme d'habitude en France. On pense avoir résolu un problème quand on a écrit un texte, et quand il s'agit d'en vérifier l'effectivité sur le terrain, on manque de monde. On voit bien qu'on est arrivé au début de cette crise avec peu de moyens de protection. Donc les questions que vous posez, nous les posons. Et évidemment, il faudra savoir exactement d'où vient le fait d'avoir baissé autant la garde. Mais il y a quand même une question que je me pose. On voit la crise arriver. Alors on la voit certes par des signaux de l'OMS, on la voit également par des images, notamment de Wuhan, le confinement de Wuhan, c'est, si mes souvenirs sont bons, le 23 janvier. 300 rapatrie 300 Français de Chine. Et tout comme vous, on observe qu'on prend les décisions qu'à partir, notamment de confinement, à partir du 13 mars. Avant ça, il y a quand même la crise qui arrive en Italie. Alors, le professeur Delfraissy, qui est une personnalité vraiment de très très bon niveau, nous dit, mais moi-même, j'apprends l'ampleur de la crise le 21, je crois, février, à une réunion à Genève. La Chine nous a menti, peut-être, mais enfin, est-ce qu'il n'y a quand même pas des signaux très clairs nous invitant vraiment à une mobilisation avant cette période du 13 mars ? Et vous, comment vous avez perçu les premières semaines de janvier ? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu ou on aurait dû réagir plus tôt ? Ce qui se dégage du propos qui est le vôtre, c'est la nécessité de faire preuve de sang-froid, j'ai l'impression, et de clarté face à l'épreuve. Est-ce que vous avez le sentiment que de ce point de vue-là, les choses ont été gérées avec la maîtrise nécessaire ? Parce qu'évidemment, c'est bien que ça compte, la communication, quand on veut affronter des problèmes de cette ampleur. Deuxième question sur la recherche. Comment expliquer, effectivement, je rejoindrai la question précédente, expliquer que nous n'ayons pas été en mesure d'entendre les alertes, la vôtre sans doute, vous avez cité au début de votre propos, mais celle aussi d'un certain nombre d'organismes, le CNRS pour ne pas le citer, et d'autres, dans la dernière période, comment les choses peuvent se connecter mieux pour que nous soyons aussi en phase et que nous donnions les moyens à la recherche de nous permettre d'anticiper aussi un certain nombre de problèmes, ça fait partie des politiques de prévention. Quel regard portez-vous, avez-vous un avis, vous l'avez effleuré cette question-là, sur le débat autour des traitements, et effectivement des essais sur ces traitements, et de la recherche sur les essais cliniques, des polémiques que ça a pu susciter, etc. Troisième question, je m'achemine vers ma fin, concernant la doctrine en matière de tests. Parce que le sentiment qu'on a eu avec les différentes phases, les 3 phases qui avaient été déterminées, c'est que peut-être au moment où on a décidé de mettre un peu les tests en sourdine, il aurait au contraire fallu les amplifier. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser là-dessus ? Enfin, sur le démantèlement de l'EPRUS, enfin son démantèlement et puis sa fusion à l'intérieur de Santé publique France, pour être plus précis. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là une fonction particulière que nous devrions préserver ? Et question corollaire, et la dernière, sur la gestion des stocks pour les personnels, des stocks de masques pour les personnels dans les établissements. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose qui nous a conduit à être en difficulté finalement dans cette décision-là, comme vous avez un peu d'historique en la matière, votre éclairage nous serait précieux. Tout d'abord, vous évoquiez la première épidémie de SRAS en 2002, qui était un coronavirus également. Quels enseignements a-t-on tiré de cette épidémie de coronavirus, de premier coronavirus, mais même si ce n'était pas le même. Ensuite, je souhaitais vous interroger également sur la situation de 2003.
une crise assez complexe avec la canicule. On se rappelle tous de l'appel d'un médecin, du professeur Pelou, des chiffres publiés par l'INSERM à plus de 19 000 morts, du manque de matériel. C'était du matériel, des ventilateurs, des choses comme ça. Mais dans les suites, on a eu des pièces rafraîchies. Y a-t-il eu des moyens qui ont été mis en place, des organisations qui ont été mises en place, des enseignements qui ont été tirés de cette crise? D'ailleurs, serions-nous prêts aujourd'hui en cas de canicule? Et on a bien vu, là encore, la fragilité d'un public particulier, c'est-à-dire celui des personnes âgées. En 2004, on a eu l'acte juridique, enfin, le plan blanc qui a été acté juridiquement. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'était plutôt une réponse à un risque d'infection des soignés? A-t-on vraiment pris en compte la protection des soignants dans ces plans blancs? D'ailleurs, pouvez-vous nous éclairer sur votre vision de la doctrine stock tactique, stock stratégique des éléments, des équipements de protection? Et je voulais juste vous interroger très précisément aussi. Vous parliez tout à l'heure des FFP2 pour tous les soignants. Les deux DGS que on a, deux anciens DGS qu'on a auditionnés nous ont dit que les FFP2 étaient uniquement pour les anesthésistes. Anesthésistes, pneumologues, enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein, donc, et répété. Quatrième question, votre avis sur le déconfinement, vous nous avez déjà parlé, vous parliez après de la problématique de confinement ciblé. Alors, c'est vrai que le confinement reste quand même manifestement primordial, une des premières précautions à prendre, puisqu'on voit que même dans les pays comme la Chine, où on avait des masques, puisqu'ils sont protecteurs, ils ont confiné, ils sont producteurs, pardon, mais ils ont confiné. On a vu des images ce week-end de confinement très localisé en Allemagne avec des quartiers enfermés complètement. Quelle est votre vision là-dessus? Et je fais le parallèle avec le conseil scientifique où on a bien vu avec le professeur Delfrécy qu'il y avait une volonté aussi éthique, sociale, sociétale, d'un abord transversal qui pouvait avoir, à mon avis, et je vous pose la question aussi, cette vision, parce qu'on voit bien qu'il y a le problème de l'acceptabilité d'une décision. Et puis une dernière question, je vous ai entendu parler de l'Ondam territorialisé. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait eu un impact avec une décentralisation massive qui a été justement remise en question lors de l'arrivée de l'épidémie en Italie, où on a plutôt dit que la décentralisation justement et la régionalisation du système de santé italien avait été péjorative versus la centralisation française. Merci. Plusieurs questions. Je reviendrai sur celle de la gouvernance. On a évoqué la gouvernance, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la gouvernance territoriale. Et vous citiez très justement au niveau national l'intérêt de la transversalité et d'un délégué interministériel. Là, il y avait à la fois le conseil scientifique qui était à l'œuvre, les différentes agences et, sauf erreur, il y avait différentes cellules de crise à l'Élysée, à Matignon, à la Direction générale de la santé et à la DGOS. Était-il normal qu'il y ait autant de cellules de crise qui, en plus, vraisemblablement, ne communiquaient pas suffisamment entre elles? Ça, c'était la première question. Deuxième question, vous avez très justement évoqué l'Allemagne. Étant élue en Alsace, l'Alsace étant la région la plus touchée au départ, et elle l'est restée pendant plusieurs semaines, une véritable problématique, en effet, concernant le confinement, concernant le dépistage, mais également concernant le traitement. Vous avez mis en avant les soignants, et je vous en remercie, parce que les soignants ont été remarquables, mais il y avait une saturation totale des hôpitaux. Ne pensez-vous pas que nous ne sommes pas suffisamment appuyés sur les médecins libéraux, les médecins de première ligne, qui ont quelque part ont été écartés à la fois du soin, à la fois du dépistage, et là encore, dans les équipes, les brigades de la sécurité sociale, en Allemagne, ce sont les Allemands en Allemagne, ce sont les médecins traitants qui font cette activité-là. Ils n'ont pas de brigade spécifique. Que pensez-vous d'un tel système qui, manifestement, paraît beaucoup plus efficient? Je ne reviendrai pas non plus, mais c'est vrai que vous n'avez pas du tout abordé la question de la thérapie. Votre avis sur le fait qu'on a empêché les médecins libéraux d'utiliser
certaines molécules, donc ils n'ont pas été libres de leur prescription. Bon, est-ce qu'on aurait pu réagir plus tôt? Oui, bon, voilà, je l'ai dit. Il y a une leçon à tirer, je crois, pour vraiment tout le monde. Je l'ai souvent noté, et d'ailleurs nous l'avons vu de façon quasi caricaturale au moment de Lubrizol, de l'incendie de l'usine. En situation d'incertitude, il y a un réflexe premier qui est de rassurer la population. Et on comprend bien pourquoi c'est complètement humain. Vis-à-vis de nos proches et de nos enfants, vraisemblablement, la plupart d'entre nous faisons ça. Tenir un propos rassurant, ne pas aggraver l'inquiétude. Sauf qu'on n'attend pas de nos responsables qu'ils soient paternalistes ou maternalistes. Et ça, nous avons du mal avec ça. Il y a une pédagogie de l'incertitude avec laquelle nous avons du mal en France. Est-ce que c'est à cause de Descartes? Est-ce que c'est à cause de Pasteur? Est-ce que c'est à cause de Claude Bernard? Ou peut-être les trois cumulés qui fait que c'est vrai. Enfin, moi, en fonction, je l'ai noté. On a du mal à dire « je ne sais pas ». Je vais vous dire, hein, moi, une fois j'ai décidé de le faire, vous avez oublié cette affaire-là. Elle a hanté mes nuits pendant presque 6 mois. C'était la transmission transfusionnelle du prion. Les 8e et 9e cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob français avaient été donneurs du sang régulier. Et nous savions qu'il y avait une transmission possible par les globules rouges, pas possible, démontré. Ce que nous ne savions pas, c'est est-ce que les médicaments dérivés du sang, comme les traitements anti-hémophiliques, pouvaient être contaminants. Eh bien, dans la première conférence de presse que j'ai donnée, et contre l'avis de beaucoup de communicants, j'ai dit « je ne sais pas ». Et voilà ce que je vais mettre en place pour savoir. L'affaire s'est terminée début 2005, dans une conférence de presse où j'ai dit « par application du principe de précaution, nous ne ferons rien ». Par application du principe de précaution. Le dossier de presse de cette affaire est très, très facile à retrouver. À ce moment-là, j'ai compris que si, au moment où vous dites « je ne sais pas », c'est un moment difficile pour le décideur, et c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour la population, eh bien, il faut avoir le courage de le faire. Parce qu'après, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous établissez une relation de confiance. Ici, malheureusement, il y a eu ce réflexe habituel de tomber dans un discours péremptoire. Au lieu de dire « nous n'avons pas la preuve de l'efficacité des masques », ce qui est vrai, on a dit péremptoirement « ils ne sont pas efficaces », voire même « ils sont dangereux ». Alors, je ne sais pas, moi, pour des spécialistes des maladies infectieuses, dire que le masque est dangereux, c'est un peu curieux quand même. Donc, moi, je l'ai souvent, je pourrais, enfin, bon, voilà, ça va faire plaisir à mon éditeur. Dans ce livre-là, publié au PUF, j'ai fait le retour d'expérience de mes grandes décisions. J'ai pas le droit de le faire? Il est épuisé, donc ça va. Et en particulier, au moment de l'ERICA, nous avons eu, et de la marée noire de l'ERICA et de l'impact sanitaire de la marée noire de l'ERICA, nous avons eu le même problème.
Et moi-même, j'y suis tombé dedans, hein, sur le fait que le fioul de l'Erika était cancérigène. J'ai commencé par tenir des propos rassurants. Et j'ai réalisé que cette posture-là n'était pas la bonne posture. Et regardez ce qui s'est passé au moment de Lubrizol. Il y avait un énorme nuage au niveau de la ville et on disait non, il n'y a pas de pollution atmosphérique. La population ne peut pas croire ça. Donc voilà, moi je retiendrai de ça, plus qu'une question de sang-froid. Moi je n'ai vu personne perdre son sang-froid personnellement, mais le fait qu'en situation d'incertitude, il faut la dire, il faut l'expliquer à la population, il faut dire ce que l'on met en place pour la réduire, et le politique en particulier, ou un directeur d'administration centrale, ne peut pas dire des choses que la science ne peut pas dire. Bon. Sur la recherche, ce que je trouve... Enfin, d'abord, je voudrais vous faire remarquer que, de façon générale, nous n'avons pas de politique de sécurité sanitaire. Nous avons des institutions de sécurité sanitaire. Mais notre pays n'est pas doté d'une véritable politique. C'est quoi une politique? C'est une cartographie des risques, c'est une répartition des responsabilités, c'est des moyens affectés, c'est des objectifs à atteindre, c'est des indicateurs nous permettant de savoir s'ils sont atteints, c'est des mécanismes de pilotage. Nous n'en avons pas. Et ça vaut pour la recherche, du coup. Nous n'avons pas de programme de recherche en sécurité sanitaire. Comment se fait-il? Tout le monde sait que les chauves-souris sont un grand réservoir de virus, porteurs sains. Il faut les cartographier, ces virus, de façon systématique. Voilà un programme de recherche qui aurait dû être fait. On l'aurait trouvé, le coronavirus. Bon. Donc il nous faut un programme de recherche en sécurité sanitaire. Il nous faut une cartographie des risques de sécurité sanitaire. Toutes les grandes entreprises, EDF, pour ne pas la nommer, pour qui j'ai travaillé en recherche médicale, ont des procédures de cartographie des risques, sans quoi elles feraient faillite. Gérer une entreprise, c'est gérer du risque du matin au soir. Le patron d'EDF a tous les 6 mois une actualisation de sa cartographie des risques, qui est discuté en CODIR, et dans lequel il y a des éléments de sécurité sanitaire. Pas que, évidemment. Bon. Eh bien, l'État n'a pas ça. Mérite réflexion. Pas de test en phase 3. Je sais, c'est ce qui est écrit dans le plan pandémie. Parce que l'analyse, à ce moment-là, c'est que le nombre de malades qui allait se compter en millions ne le permettait pas. Sauf que, voilà, sauf que là, dans ce cas de figure, avec un nouveau virus qu'on ne connaissait pas, 4-5 000 malades par jour, ce qui n'est pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers comme une épidémie de grippe peut le faire, ben là, je pense qu'il y avait une adaptation du plan qui aurait été souhaitable et qu'il fallait continuer de tracer. Je le signale d'ailleurs, on parlera peut-être de Mayotte tout à l'heure, que les collègues de la CIR de Santé publique France de Mayotte, très courageusement, elles sont 4, n'ont jamais arrêté de faire le traçage des contacts, même quand on est passé en phase 3. Et c'est ça qui a permis que l'épidémie de Mayotte soit relativement maîtrisée. Si elle ne l'avait pas fait, on serait peut-être dans une situation de type Guyane. Bon. Ben, les enseignements du SRAS, oui, il y a eu beaucoup de tirés. On en a mis dans la loi de 2004. Le sénateur Giroud, dans la loi de 2007, en a ajouté. On a tiré beaucoup d'enseignements du SRAS. Les Prusses, qui était une proposition du sénateur Giroud, est issue de ça. Donc oui,
on a tenu compte, et en particulier, on a donné au préfet des pouvoirs de police sanitaire pour que ceux qui refusaient le confinement, eh bien, on ait les moyens de les contraindre, ce qui n'existait pas en 2003. En 2003, on a eu des patients qui ont ramené le SRAS du Vietnam, qui n'ont pas voulu être confinés, et on s'est aperçu qu'on n'avait pas l'instrument juridique qui nous permettait de le faire. Et quand j'ai demandé au préfet de le faire, il a dit « Je veux bien, mais donnez-moi l'article qui m'assure de la légalité de ma décision et que ce ne soit pas un excès de pouvoir. » Et bien, les juristes de la DGS ont dit « On ne l'a pas, l'article. » On l'a mis dans la loi de 2004 et dans les lois qui ont suivi. Pareil sur la canicule. Sur la canicule, je vous renvoie à la mission d'enquête de l'Assemblée nationale. C'est facile à trouver, j'y suis encore retourné récemment, je l'utilise beaucoup dans mes enseignements. Le rôle que j'ai joué et le fait que j'ai été le premier à donner l'alerte est souligné dans ce rapport. Pour autant, comme je l'ai dit très, très humblement, je savais comme épidémiologiste que les vagues de chaleur étaient un risque de mortalité important. 19 000 morts, non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Nommé directeur général de la santé en août 2003, j'ai reçu une lettre de mission qui me demandait de préparer des plans de gestion des situations d'urgence. Pour vous dire d'où on partait, beaucoup de mes collaborateurs et de mes excellents collaborateurs m'ont dit « Monsieur le directeur, vous vous fourvoyez. Le rôle d'une administration centrale n'est pas de gérer les urgences. Nous ne sommes pas le SAMU. » Bon, j'avais reçu la lettre de mission. Et le premier plan, évidemment, que j'ai développé, est le plan canicule. Bon. Écoutez, ce plan a été mis en œuvre à plusieurs reprises. Il a été évalué, il a été amélioré successivement. C'est un plan qui a sauvé énormément de vies. C'est pareil, au moment de la canicule, il y avait une erreur de diagnostic. L'hôpital n'était pas assez fort, mais 70% de la mortalité a eu lieu à domicile, pas à l'hôpital. Et donc il nous fallait, le plan canicule a été compliqué à faire parce que ce qu'il nous fallait, c'était une capacité de protection des personnes fragiles au domicile. Bon, la solution qui a été trouvée est de s'appuyer sur les mairies et les CCAS, d'ouvrir un fichier, ce pourquoi il a fallu une loi qui n'existait pas en 2003, permettant aux personnes fragiles de se faire connaître à la mairie. Et quand le plan canicule est déclenché, elles sont appelées 2 fois par jour. Si elles ne répondent pas, on envoie quelqu'un. Voilà. Autrement dit, c'est à nouveau un travail de terrain qui fait qu'on peut sauver des vies. Là, les mairies et les élus locaux ont fait un travail remarquable. En matière de canicule, il faut absolument éviter que les gens arrivent à l'hôpital. Renforcer les urgences, ça n'a pas de sens dans une situation de canicule. Il faut intervenir à domicile. Quand les personnes arrivent en coup de chaleur aux urgences, c'est trop tard. La mortalité va être considérable. Donc là, on a tenu compte, je pense, de la canicule de 2003. Et on l'a encore vu l'été dernier, la mortalité observée est très inférieure. Alors là, pour le coup, le modèle entre la température et la mortalité, il est d'une fiabilité redoutable. Par demi-degré que vous gagnez en chaleur, l'épidémiologie mesure le risque. C'est la relation la plus fiable qui existe en épidémiologie. Relation entre chaleur et mortalité. Donc on la connaît maintenant, et des milliers de vies ont été sauvées avec ce dispositif. Bon, ville-hôpital, oui, je pense qu'il y a aussi eu, on a entendu des cliniques privées nous dire qu'elles n'avaient pas été suffisamment sollicitées. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, la distinction entre la ville et l'hôpital n'a plus de sens. Tous les médecins devraient être affiliés à un centre hospitalier.
avec les progrès de l'ambulatoire, les progrès de la télémédecine, cette distinction ville-hôpital n'a plus lieu d'être pour organiser correctement les soins. Sauf que, regardez, les mécanismes de financement sont complètement différents. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il faut arriver à unifier les financements du secteur hospitalier et de la ville. Je ne dis pas que j'ai des idées là-dessus. C'est sûrement très compliqué, mais je pense que c'est un changement, c'est un chantier qu'il faut ouvrir. Bon, enfin, sur l'hydroxychloroquine, bon, vous avez tous noté que c'était un débat purement franco-français. Voilà, je regrette amèrement qu'on ait vendu dans les médias, y compris par pétition, la prescription. C'est la première fois que je vois ça. Des médecins qui demandent à prescrire par des pétitions. C'est la première fois que je vois ça. Moyennant quoi, comme on a fait un battage médiatique avant d'avoir la preuve, tout le monde s'est rué sur le médicament et tous les essais thérapeutiques qui nous auraient donné la vérité ont été sabotés. Voilà. À part ça, quand on regarde l'ensemble du dossier, on n'a franchement pas l'impression que c'est le traitement miracle qu'on nous a vendu. En revanche, quand on regarde la dexaméthasone, là, je pense qu'on a une piste extrêmement sérieuse de réduction de la mortalité de la Covid. Je me pose la question de l'État. Que nous, qui ne sommes pas médecins, nous soyons dans la situation de méconnaître les choses, mais pour les autorités sanitaires, je suis plus interrogatif. Il n'y a jamais eu d'exercice en la matière, d'exercice grand terrain. Vous avez parlé de la difficulté du commandement et en même temps de la cartographie des risques. Toutes les entreprises qui génèrent un risque, petit ou grand, en France, y compris les entreprises agroalimentaires. Vous stockez de l'ammoniac, vous êtes soumis à une cartographie de votre risque, à la fois un risque à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise, mais en même temps à l'extérieur. Et sur cette question pandémique, jamais il n'y a eu de prise en compte des choses. Or, il se trouve qu'il y a un directeur général de la santé qui a écrit une note. Il n'était pas directeur général de la santé. Et il a écrit une note, non pas à vous ou moi, il a écrit une note à celui qui allait devenir président de la République. Et donc, je me pose la question de savoir si qu'est-ce qui s'est passé entre cette note qui date de 2016 et aujourd'hui en 2020. Jérôme Salomon a écrit. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a un avantage sur nous tous, c'est d'avoir été alerté avant nous tous sur cette question. Et donc, moi, je me pose la question de savoir pourquoi, selon vous, il n'y a pas eu de réaction. Il y a le rôle de l'État. D'accord. Mais il y a le rôle des employeurs aussi. Et le Code du travail est formel. La protection de la santé des travailleurs est de la responsabilité de l'employeur, pas de la responsabilité de l'État. Autrement dit, je ne cherche pas à défausser qui que ce soit, je regarde la loi. Que les hôpitaux employeurs n'avaient pas les stocks de masques pour protéger leurs soignants est contraire au Code du travail. Ça vaut pour les hôpitaux publics comme pour les hôpitaux privés. Le Code du travail s'applique dans les deux secteurs. Il ne faut pas l'oublier. Ça ne dispensait pas l'État de vérifier que la loi était effective, mais il n'y avait pas que l'État qui avait des responsabilités dans ce domaine. Tel que je vois le problème de l'EPRUS, le problème de l'EPRUS, c'est pas... L'intégrer dans Santé publique France n'était pas forcément déraisonnable, pas du tout même. La question, c'est qu'à ce moment-là, ça ne serve pas de variable de régulation ou de variable d'ajustement budgétaire. Et c'est ce que ça a fait. Donc, il fallait sanctuariser cela. Et avant de couper des postes dans des organismes de santé publique, il faut réfléchir aux missions
que l'on va perdre. C'est ça que j'appelle pilotage par les objectifs ou pilotage par les moyens. À quoi je peux répondre? Lubrizol, pas de mort, sans aucun doute. Mais alors, je vais vous dire une chose, je vais vous rappeler une chose, c'est que il y a eu d'énormes crises de santé publique qui n'ont jamais fait un mort. Tchernobyl, en France. En France. Non, attendez. Bon, là, je ne peux pas me lancer là-dedans, mais non, je vous dis, non. Alors, qu'il y en ait eu peut-être quelques-uns, non, mais évidemment que l'épidémie de cancer de la thyroïde qu'on a connue n'est pas liée à Tchernobyl, ça c'est un consensus, je pense, pour tout le monde. Et donc vous voyez que malgré ça, on peut avoir des crises considérables dans le domaine de la sécurité sanitaire, alors qu'on a des risques très faibles, voire pas de risque du tout. Bon. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Pasteur n'a plus de rôle industriel. Pasteur met au point des outils, des méthodes, brevette, fait de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Pasteur n'a pas du tout, ni comme mission, ni comme équipement, la possibilité de fabriquer de façon industrielle quoi que ce soit. Donc, qu'on ait l'expertise mondiale qui nous permet de mettre tout de suite au point un test sans aucun doute. Après, la question qui se pose, c'est quel est le relais industriel pour le développer? Et ça, ce n'est pas la mission de l'Institut Pasteur. Alors après, je ne sais pas, là, il y a des choses vraiment où je ne sais pas comment répondre. Pourquoi tant de rapports ne sont pas suivis des faits? Je ne sais pas. Il y a une sorte de... C'est vrai, je l'ai souvent noté. Je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. On pense que quand on a écrit un texte, on a résolu un problème. En vérité, le problème commence au moment où on doit se préoccuper de la mise en application des textes. On n'a pas ce souci, suffisamment ce souci. Je connais des pays, comme le Canada, où on ne peut pas faire voter une loi si les décrets d'application ne sont pas présentés au Parlement. Et nous, vous voyez, combien de fois, sur des sujets compliqués, on renvoie au décret. Un décret en Conseil d'État précisera, etc., etc. Vous voyez bien que les dossiers du... Quand on se met à toucher du doigt les problèmes opérationnels posés par l'application d'une loi, c'est là où on perd en quelque sorte sa motivation. Là, je pense qu'une amélioration des procédures d'adoption des lois serait vraiment utile parce que, comme vous le savez, alors là, certainement beaucoup mieux que moi, et vous le sentez dans vos contacts que vous avez avec la population, le fait qu'on a tant de lois non appliquées est un facteur majeur de perte de confiance de la population dans les institutions démocratiques. Pendant un certain nombre d'années, j'ai eu à défendre à Bercy le budget de l'État dans le domaine de la santé. Alors, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'outre ce ministère est équipé en compétences de très haut niveau, plus que le ministère de la Santé, mais à chaque fois, on fait face au même discours. Bon, écoutez, il y a le budget de la sécurité sociale, hein, et vous savez qu'il est supérieur au budget de l'État. Donc, vous vous calmez dans vos demandes. C'est ça la représentation. Or, le budget de la sécurité sociale, c'est un budget de soins. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un problème culturel, c'est un problème aussi structurel
dans la place qu'on donne à la prévention dans notre pays. J'entends ce que vous dites sur... vraiment, il faut... Je ne sais, franchement, très honnêtement, je ne sais pas si j'avais été en situation de décision, ce que j'aurais fait. Je vous le dis très honnêtement. Confiner tout le monde ou confiner les 3 régions où il y avait des tensions hospitalières. Ce que je note, c'est un problème de cohérence du discours. Soit on dit « nous voulons complètement stopper la circulation virale en France ». Il est logique de confiner tout le monde. Soit on dit « le but du confinement est d'éviter l'effondrement hospitalier ». Là, je dis « la décision n'était pas cohérente avec ce but ». Je pense rendre service, je ne critique pas là, je pense rendre service en soulignant qu'il y a un point de cohérence du discours, c'est-à-dire qu'entre l'objectif que l'on vise et le moyen que l'on met en œuvre, il faut s'assurer de la cohérence. Si, c'est ça que j'ai dit en introduction, si on dit que l'objectif du confinement et d'éviter la surtension hospitalière, alors, dans 24 des 27 régions, il n'était pas... Non, qu'est-ce que je raconte? Enfin, qu'importe, fatigué. Dans toutes les régions, sauf 3, il ne s'imposait pas nécessairement. Maintenant, sur le principe de précaution, voilà, je me souviens très bien de la note que j'ai faite au ministre pour dire que je soutenais ce qui était écrit dans la charte de l'environnement, que je souhaitais que le ministre de la Santé soit en accord avec ça, ce qui fut le cas. Mais ce principe de précaution, il ne doit pas être brandi comme un slogan. C'est un principe qui quand même incite, c'est écrit comme ça, à mettre en œuvre une balance bénéfice-risque. Or, on pouvait penser qu'y compris en termes de santé publique, le confinement peut avoir des effets indésirables. Je ne me prononce pas là-dessus, mais je vous dis rendez-vous l'année prochaine. Quand nous aurons un bilan de l'ensemble de la mortalité dans notre pays et de ses causes, y compris de la mortalité que des collègues commencent à me signaler, neurovasculaire, cardiovasculaire, parce que les gens ne se sont pas fait soigner pendant le confinement, on verra de quel côté était le principe de précaution. Donc je dis juste que si on accepte l'idée du principe de précaution, ce que je fais volontiers, évidemment, comme avocat de la santé, il n'était pas forcément évident que c'était de ce côté-là que la balance devait pencher. Ce que je crois aussi, c'est que dans ces situations très incertaines, on n'est pas obligé de prendre des décisions générales et généralisées tout de suite. On peut avancer pas à pas. Le confinement de 3 régions s'imposait pas début mars, mais mi-mars, sans aucun doute, faute que les tests, etc., nous aient permis d'avoir une autre stratégie. Pour le reste, on pouvait laisser l'activité économique se développer, quitte à, si votre crainte dans le Tarn était justifiée, voire qu'on ne maîtrisait pas la circulation virale, on aurait pu étendre à ce moment-là le raisonnement. Mais ça, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut un mélange de jacobins et de girondins, c'est qu'on est...
Il y a cette uniformisation. Si c'est bon pour les uns, ça doit être bon pour tout le monde. Et je pense qu'en tout cas, c'est pareil pour le déconfinement. Certaines régions pouvaient être déconfinées plus vite que d'autres. Et d'ailleurs, on aurait appris. Ça nous aurait permis d'apprendre. Voilà. Et ça, culturellement, nous avons du mal. Quant aux conséquences économiques, alors écoutez, je ne suis pas économiste, mais je pense, voilà, vous regarderez ça certainement mieux que moi. Il me semble avoir vu qu'en Europe, c'est en France que les conséquences économiques vont être les pires. Et que le PIB allemand ne chutera pas autant que le nôtre, mais peut-être je me trompe. C'est donc un constat sévère que William Dab a livré devant les députés vis-à-vis des autorités. Il a notamment insisté sur les leçons à tirer de la crise et sur le besoin urgent d'investir dans la prévention et dans les politiques de sécurité sanitaire. Cette audition, comme toutes celles de la commission d'enquête, est à retrouver sur notre site lcp.fr.